Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal du soir. Voici les titres. Plus question de laisser les pirates dicter leurs lois sur les eaux maritimes béninoises. Les forces navales et acteurs de la justice se sont retrouvés pour élaborer une stratégie. Les blogs étaient très rares sur Internet il y a quelques années, mais aujourd'hui, pratiquement tout le monde en possède. Qu'est-ce qui explique cette croissance fulgurante et quelle est l'utilité d'un blog? La réponse dans ce journal. L'atteinte de l'objectif zéro faim dans le monde passe par l'accès des femmes à la terre. Des acteurs de la société civile béninoise y travaillent. Le Bénin affûte ses armes pour lutter contre la piraterie et la criminalité maritime. Une stratégie et des mesures juridiques seront bientôt mises sur pied pour en découdre avec les pirates des eaux béninoises. Les forces navales et acteurs de la justice se sont retrouvés à cet effet. Ernest Tetegou, Patrick Adjaboudjou. La piraterie maritime à combattre à tout prix. Un défi majeur pour le Bénin. Les défis à relever, c'est de faire en sorte que nos eaux soient sécurisées. Et lorsque je parle de eaux sécurisées, il faut faire en sorte que les attaques ne surviennent plus. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est que notre législation s'adapte aux actes de banditisme qui ont cours dans la plupart des eaux du golfe de Guinée, et plus particulièrement dans les eaux du Bénin. Entre 2008 et 2011, le Bénin, comme la plupart des pays du golfe de Guinée, a connu son lot d'attaques de piraterie maritime, plusieurs pertes en numéraire. Et depuis lors, des mesures draconiennes sont prises. Le budget de la marine a été quadruplé. Les zones de sécurité sont établies. Les navires sont régulièrement enregistrés. Les forces navales s'entraînent périodiquement et les radars côtiers sont installés un peu partout sur la chaîne portuaire. La pêche illicite représente 1,3 milliard de dollars de pertes annuelles pour les pays du golfe de Guinée. Et donc sur ce plan-là également, de nombreuses mesures sont en train d'être prises, notamment le renforcement du cadre légal pour l'exercice des activités de pêche au Bénin. Il y a également un mécanisme qui se met en place pour la protection de nos ressources halieutiques. Des mécanismes qui vont permettre à nouveau au Bénin de faire efficacement face à la menace de la criminalité maritime. Cette rencontre, une première à Cotonou, vise à jeter les bases du cadre juridique béninois. Experts du secteur de la justice et des eaux marines y consacrent 72 heures. La faiblesse du cadre juridique s'observe dans la plupart des pays du golfe de Guinée. Et je crois que le Bénin vient de faire ainsi un grand pas en réunissant dans ce creuset opérationnels et juristes. Et nous nous en félicitons. Un grand pas de franchi pour mieux sécuriser non seulement les côtes maritimes béninoises, mais aussi pour traduire en justice les fraudeurs. Intéressons-nous maintenant au blog. Diffuser des informations sur une plateforme avec des sujets de son choix, c'est l'un des avantages qu'offre le blog aux blogueurs. Qu'est-ce qu'un blog et comment devient-on blogueur et quel est l'apport d'un blogueur au sein de la communauté? Élément de réponse avec Maurice Tonton. Il est le président de l'association des blogueurs du Bénin. Un blog est une plateforme de production de contenu qui donne la possibilité à des lecteurs de venir réagir sur ces contenus. Le blogueur, c'est en fait celui qui a ce site web-là, qui met du contenu et qui entretient un lien de relation avec les lecteurs ou bien les visiteurs de sa plateforme. Pour devenir blogueur, il suffit juste de le vouloir. Donc il n'y a pas de conditions particulières parce que c'est une pratique assez démocratique et très ouverte. N'importe qui peut aller sur Internet, taper en 5 minutes, créer un blog. C'est une pratique qui peut être rémunératrice parfois. On prend réellement la posture d'un blogueur lorsqu'on a atteint un niveau, une ampleur où vous avez des gens qui viennent vous lire et qui sont influencés par les contenus que vous mettez en ligne. Donc c'est aux blogueurs de se donner une ligne éditoriale. Sinon, il n'y a pas de restriction. La ligne éditoriale doit être précise ou la forme aussi doit être précise. Si vous faites des vidéos aujourd'hui, demain vous faites des photos, après demain vous faites des caricatures,
vous ne serez pas vraiment compris, vous serez dispersé. Les qualités aussi, ça dépend de la forme que vous utilisez pour bloguer. Un blogueur qui veut faire du contenu éditorial, il doit savoir forcément écrire. Il faut qu'il ait un très bon style rédactionnel, éviter les fautes de grammaire, d'orthographe. Il faut qu'il soit aussi original. Le blogueur doit forcément être original et avoir un style personnel. Donc il doit mettre de la personnalité dans son contenu. Il faut forcément avoir des qualités pour monter vos vidéos. Si vous avez une connaissance en une matière, vous pouvez alors aller bloguer sur cette matière-là. Le blogueur peut être victime d'attaques pirates informatiques, donc peut-être pour mettre hors ligne son site. Ça peut aller loin aussi vers des attaques physiques, des gens qui peuvent vous agresser physiquement. On a déjà vu dans d'autres pays à l'étranger où des blogueurs ont été condamnés, agressés, ou bien qui ont été même tués parce que voilà, on les connaît pour leur activisme, pour leur engagement en politique ou bien dans d'autres matières. Je l'annonçais dans les titres, selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, des menaces planent sur l'atteinte de l'objectif fin zéro à l'horizon 2030. Des acteurs de la société civile béninoise se mobilisent pour rendre cela possible. Pour eux, la réponse réside dans l'accès des femmes à la terre. Ulvaeus Balogun pour plus de précision. Dans le monde, 821 millions de personnes, soit une personne sur 9, se couchent l'estomac vide chaque soir. Un constat contre lequel la communauté internationale s'est engagée en décidant d'éliminer la faim et toute forme de malnutrition dans le monde d'ici à 2030. Une vision salutaire définie dans l'objectif de développement durable numéro 2. Fin zéro, c'est de mettre en place des politiques, de mettre en place des infrastructures et de former des gens, les populations, de manière à faire que la nourriture soit accessible, soit disponible et soit de qualité. La nourriture accessible, ça veut dire qu'il y a des routes, des infrastructures routières qui existent pour que là où la récolte est, qu'on aille la chercher et la mettre à la disposition des populations. Accessibilité aussi, c'est de faire en sorte que chacun ait les moyens financiers, ceux qui n'ont pas la terre pour produire, aient les moyens financiers pour acquérir la nourriture. La disponibilité, c'est que la nourriture existe à tout moment de l'année. L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue alors un enjeu majeur dont le défi est de rendre les systèmes alimentaires et agricoles durables, ce qui pose la problématique de l'entrepreneuriat agricole. Si nous savons qu'aujourd'hui, environ 40% de notre population continue de vivre sous le seuil de la pauvreté, alors que nous avons des terres qui ne demandent qu'à être exploitées. Nous avons la possibilité de produire suffisamment pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour revendre aussi, pour atteindre un certain niveau de développement. Du coup, cela va sans dire que nous gagnerons beaucoup plus à retourner à la terre. Et si la terre est le socle pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, son accès continue d'être une équation difficile, surtout quand il s'agit des femmes. L'atteinte de cet objectif de fin zéro à l'horizon 2030, cet objectif ne peut pas se réaliser sans l'accès des femmes à la terre. Parce qu'en réalité, 50% de ce que nous consommons est produit par les femmes. Du coup, permettre aux femmes d'avoir accès à la terre, c'est tendre vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. On a encore, dans nos manières de faire, dans nos manières de réfléchir, des barrières par rapport à l'accès des femmes à la terre, par exemple. La femme n'a pas droit d'hériter la terre de son père ou de sa mère. Selon des études diligentées par la Fondation Konrad Adenauer dans l'Atlantique et le littoral, seulement 18% des femmes ont accès à la terre. L'illogisme, si je peux parler comme ça, c'est que c'est la femme qui cultive et qui nourrit, qui met à la disposition de la population plus de 50% de la nourriture que nous mangeons. Imaginez par exemple qu'elle ait accès à 30%, à 40% seulement. Vous voyez combien elles vont produire? Nous serons un grenier dans la sous-région. Si nous permettons à 100% de femmes de bénéficier, de jouir de leurs droits, c'est que nous devrons tendre vers l'horizon 2030 à cet objectif-là d'éradiquer la faim dans le monde. L'approche genre apparaît alors comme la solution. D'où la nécessité de l'intégrer dans les politiques, programmes et projets liés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Hors du Bénin en Côte d'Ivoire, l'interprofession de la filière coton envisage d'introduire l'utilisation des drones dans cette culture en vue d'accroître la rentabilité des exploitations des producteurs, ceci en s'inspirant de l'expérience chinoise en la matière. L'annonce a été faite par le président de l'Intercoton de retour d'une mission en Chine. Notons qu'avec plus de 400 000 tonnes enregistrées sur la période 2017-2018, la Côte d'Ivoire occupe le 4e rang des producteurs africains de coton. En 2017, les revenus des producteurs ivoiriens de coton étaient évalués à 108 milliards de francs CFA contre 86 milliards en 2016. Au moment où les Rwandais poursuivent pour la 25e fois la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, l'espoir de jeunes qui y ont survécu augmente. Suivez dans ce reportage le témoignage de Dame Joséphine, maintenant sexagénaire, qui pendant le génocide a récupéré des corps sans vie, un bébé de 2 ans qui maintenant poursuit ses études à l'université. Kassim Youssouf. C'est un jeune de presque 25 ans inscrit en première année du premier cycle universitaire. Il a tout le long de sa croissance cru qu'il est né comme d'autres enfants. Cependant, les choses ne se sont pas passées ainsi puisqu'il a été récupéré alors qu'il n'était qu'un nourrisson de 2 mois. Joséphine Nyangesha, maintenant sexagénaire, explique comment elle a trouvé de l'aide après l'avoir récupéré. J'ai récupéré un nourrisson alors que je ne pouvais pas l'allaiter, sans rien pour le nourrir. Je ne pouvais pas m'aider à trouver du lait parce que cet enfant ne pouvait même pas prendre la bouillie et vous rembourser lorsque j'aurais des moyens. Il m'a donné du lait et un biberon et m'a dit comment le préparer car moi aussi j'étais tombée et je souffrais du dos. Les informations que j'avais, c'est qu'à Muhima, les Interahamwe avaient massacré des gens et je me suis dit d'aller voir si à Muhima on avait massacré beaucoup de gens. Aller voir s'il y a quelqu'un de ma famille qui a survécu. Lorsque je me suis retournée, je vis cet enfant qui levait une jambe et un bras et je me suis dit que peut-être qu'il était encore en vie. Et je suis allée voir. La femme avec qui on était ensemble me dit que si tu y vas, quand tu es seul, moi je m'en vais. J'ai dit, allez-vous-en, je ne peux pas abandonner cet enfant. Il se peut qu'il soit encore vivant. J'ai récupéré l'enfant plein de sang, allaitant le sang de sa mère morte. Après un certain temps, ce jeune homme a connu son histoire. J'ai parlé avec la maman avec qui je vis, elle m'a raconté mon histoire et c'est alors qu'elle m'a dit que je n'avais pas de maman. Elle m'a dit comment elle m'a récupéré et où elle m'a tiré et elle m'a raconté comment elle se sacrifie pour notre survie. 25 ans après, ce jeune a l'espoir de la vie car il est en première année de l'université avec l'aide du Fonds d'assistance aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis. Cependant, des défis subsistent. Nous menons une vie pas du tout facile. Cette maman avec qui on est ensemble vit avec un handicap. Elle a d'autres blessures, nous sommes pauvres, nous avons le problème de logement, nous vivons dans une maison de location. Et pour aller à l'école, je fais 8 km depuis ce village de Reviro et vous descendez jusqu'à Kichukiro. Partout ici, l'on doit se sacrifier. La sexagénaire Joséphine Nyangesha affirme que malgré tout, elle est heureuse et fière que cet enfant a une vision. Je leur ai donné une bonne éducation car il n'y a pas de tante ni de mère. Je suis tout pour qu'ils puissent fonder leur foyer. La sexagénaire Joséphine Nyangesha a obtenu un certificat de mérite. Elle dit que son mari a été tué parce qu'il a refusé de collaborer avec les bourreaux génocidaires. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre aimable attention.